Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'Union Européenne, la CIA et Hitler. Derrière moi se trouve le général de Gaulle qui a été en guerre contre notre ami américain de 1945 à 1968 lors de la première révolution de couleur en France, mai 68. La CIA a fait ce coup pour déstabiliser de Gaulle et le retirer du pouvoir. Donc, résistance, oui, De Gaulle a libéré la France. Ce n'est pas les Américains qui ont libéré la France. Ça, c'est encore une des propagandes de la machine de propagande américaine Hollywood. Non, non, c'est les Français qui ont libéré la France. Les Américains ne voulaient libérer que les côtes, laisser la France se débrouiller. D'ailleurs, ils avaient des alliés en France, puisque Pétain était un allié des Américains, aussi bien que des Allemands. Pétain, c'était le Biden de l'époque, hein. Euh, et non, ça s'est pas passé comme ça, on verra ça dans le point historique tout à l'heure. Donc De Gaulle, résistance, organisateur, mise en place de la souveraineté française nucléaire et militaire, qui fut achevé et suivi par son camarade Pompidou, un des derniers grands hommes politiques français, qui légua la France, une France souveraine et forte, à un imbécile heureux, Monsieur Giscard d'Estaing, qui lui a fait quand même pas mal de bêtises. C'est lui qui a renvoyé les Ayatollahs Khomeini en Iran, pensant que ça allait bien se passer, par exemple. Enfin, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Après, donc, ce cerveau, Giscard d'Estaing, arrive Mitterrand. Alors, Mitterrand, il a fait des choses bien et mal. C'était un grand manipulateur, certes, mais il a tenu tête quand même aux Américains. On était toujours un peu des ennemis des Américains, même si avec l'affaire Farwell, bien évidemment, il a donné à la liste de tous les espions russes aux États-Unis à Reagan. Mais bon, voilà, il était quand même, c'est un des derniers présidents, on va dire, un petit peu résistants face à l'impérialisme américain. Ensuite, nous avons Chirac. Bon, Chirac, lui aussi, a tout de même dit non, non à la guerre, à cette guerre illégale. Mais le problème de Chirac, c'est que il n'aimait déjà plus la France, ou tout du moins, il avait peut-être fait un trait déjà sur la France. Et, je rappelle que c'est lui qui a mis fin aux citoyens armés, c'est-à-dire au service militaire créé par la Révolution française, qui a donné une arme, ou tout du moins des moyens de résistance aux citoyens. Donc bon, petit bémol sur ce personnage. Ensuite, ça va totalement se dégrader, bien évidemment, avec le nain, Sarkozy, qui est lui, là, du coup, un collabo complet des Américains. Voilà, là on rentre dans la collaboration ouverte. Il a été faire la guerre en Libye comme un proxy pour les Américains, donc lui il a fait que des conneries. C'est un traître, et en plus c'est un menteur. Il a fait croire aux Français qu'il allait nettoyer la France, réorganiser. Non, pas du tout. C'est un traître. Alors ensuite, nous avons Super Flamby, qui à la limite, lui, était un peu mieux que Sarkozy. Alors même s'il a fait des politiques désastreuses, mais il a quand même fait pas mal d'opérations homo, c'est-à-dire des opérations de guerre, d'assassinat ciblé. Bon, voilà, il a l'air sympa comme ça, un peu flambi, mais il a tenu un peu plus tête, je dirais, que la catastrophe Sarkozy. Et ensuite, bien évidemment, nous arrivons au super-héros, Macron, notre président préféré, qui, lui, n'est pas un collabo, mais un paillasson. D'accord? C'est-à-dire que lui, c'est le paillasson de l'Europe. Voilà, c'est la mainmise sur la France, sur bientôt nos armes nucléaires. Enfin voilà, avec lui, il faut s'attendre à tout. Il n'y a plus aucune limite. Ce personnage est d'ailleurs sensiblement fou. Donc, grande méfiance. Voilà, on va rentrer dans tous ces détails passionnants. Donc, l'Union Européenne, la CIA et Hitler, juste après le générique. À tout de suite. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Bon, donc, nous avons derrière nous notre super-héros qui est aux ordres bah, du quatrième Reich, hein, l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui, et le quatrième Reich avec, nous avons derrière nous Ursula von der
Gertrude plutôt d'ailleurs, comme on doit l'appeler, Gertrude von der Leyen, qui est, elle, tout à fait l'archétype, si vous voulez, de cette Europe qui nous fait tant de mal. Alors, je vous rappelle quand même, rapidement, que nous avons perdu la guerre. Nous avons perdu la guerre et pas que nous, l'Allemagne également, même malgré Gertrude, malgré notre nouveau Führer de ce quatrième Reich, en réalité, le peuple allemand a perdu. C'était comme avec Hitler, hein, le peuple allemand a été la première victime de ce dictateur. Et cette dictateur ou dictatrice, Gertrude, Führer Gertrude, est en train de détruire l'Europe. Alors, pour bien le comprendre, pensez à Volkswagen. Volkswagen, cette marque mythique, ce groupe qui a été le numéro 1 mondial pendant tant d'années, va sans doute fermer des usines en 2024-2025 en Europe. Ça s'est jamais vu. C'était le fleuron de l'industrie allemande. Eh bien, grâce à notre fureur Gertrude, Volkswagen va sans doute fermer des usines à cause des problèmes énergétiques, bien évidemment. Voilà, la France, avec De Gaulle, qui fut la troisième voie du monde, indépendante énergétiquement, grâce à son parc nucléaire conceptualisé par De Gaulle, et puis mis en place par Pompidou, et quelque part un petit peu achevé par l'imbécile heureux Giscard, bah, ce parc est aujourd'hui, malgré un petit sursaut de notre Jupiter, a été détruit. Et il faut bien comprendre pourquoi il a été détruit, ce parc énergétique, que les Allemands nous ont détruit. Alors, l'histoire est la suivante. Soros est une organisation contrôlée par la CIA qui a alimenté et financé, si vous voulez, en Allemagne, les Grünen. Hein, les Grünen, je rappelle, c'est les écolos allemands qui ont mis en place, si vous voulez, la fin du nucléaire, enfin, pas la fin, mais qui ont comment dire, participé à la fin du nucléaire français en France avec des campagnes écolo à fond la caisse pour dénigrer le nucléaire en disant que c'était sale, etc., etc. Mais eux étaient payés par la CIA via Soros. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les Américains savent que si la France est forte, donc indépendante énergétiquement, donc avec son parc nucléaire, parce que nous n'avons pas de pétrole en France, vous le savez, eh bien, la France peut tenir tête aux Américains, ce qu'elle a fait avec De Gaulle, avec Pompidou, un petit peu avec Chirac, etc. Donc, l'objectif a été de détruire notre parc nucléaire, et ce qui a été parfaitement fait par les Allemands. Et par quoi les Allemands, qui sont quand même malins, ont joué un peu un double jeu contre leur ami américain, parce qu'eux aussi c'est un ami américain, c'est qu'en fait, les Allemands ont dit nous, on va arrêter le nucléaire, et donc on va aussi arrêter le nucléaire en France, parce que comme ça nous enlève un compétiteur, et nous, on va s'alimenter en gaz russe. Et ça, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'ont fait les Allemands, notamment durant les années de bonne entente, et jusqu'à la construction du pipeline Nord Stream. Et ce pipeline qui ne va plus par aucun pays européen comme la Pologne ou l'Ukraine, etc., directement via la mer du Nord, a alimenté l'Allemagne. Et à ce moment-là, l'Allemagne allait très bien. Vous savez que dans les années 50, enfin même pas, jusqu'aux années 60, 70, début 70, la France était le numéro 1 européen. Il y a eu l'Angleterre aussi. Et ensuite, l'Allemagne a dépassé dans les années 80 la France, parce qu'elle a mis en place une politique un peu d'austérité, et surtout, elle a eu du gaz russe, et ensuite jusqu'à Nord Stream. Et là, les amis américains, nos amis américains, ont dit, attention, là, l'Allemagne va devenir une superpuissance à nouveau. Du gaz pas cher qu'elle va contrôler, et ensuite qu'elle va distribuer en Europe. Non, ça va pas. Donc, qu'ont fait nos amis américains? Après avoir détruit le nucléaire français, ils ont détruit Nord Stream, ils ont aussi, au passage, un petit peu avant déclenché la guerre en Ukraine, bien évidemment, aussi pour des problèmes énergétiques. Et donc, du coup, les Américains ont détruit l'économie allemande. Volkswagen va fermer. La France a été plus ou moins détruite avant, avec c'est cette pression du lobby des Grünen qui disait que le nucléaire c'était pas bien, etc., etc. Et donc, du coup, nous, on se retrouve tous en Europe comme des idiots. À l'exception peut-être de un ou deux pays comme la Hongrie. Mais aujourd'hui, nous,
l'élite, le couple franco-allemand, ce fameux couple, eh bien, il a perdu la guerre. L'Allemagne est en quasi-récession, la France, elle a 3000 milliards de dettes, j'en parle même plus. Donc voilà, nos amis américains ont gagné économiquement, ils ont détruit le fleuron, les deux fleurons européens, qui étaient l'Allemagne, avec son industrie. Volkswagen va fermer des usines, et le fleuron nucléaire français, cette force, même si on l'a un petit peu réactivé maintenant, mais c'est un peu tard. Voilà, donc l'ami américain, et sur l'ami américain, il y a un livre vraiment extrêmement intéressant à lire, c'est voilà, l'ami américain de Eric Branca. Ce livre est tout à fait capital pour comprendre ce qui se passe euh, de 1945 à nos jours quasiment. Les États-Unis sont un ami, mais un ami dangereux. Et un ami ne veut pas dire forcément un partenaire économique fiable, voire même militaire. Donc voilà, voilà pour cette introduction. Maintenant, je vais passer un petit peu dans la partie historique. Alors, je me suis basé sur 3 livres, donc L'ami américain de Eric Branca, très très excellent. Et ensuite, j'ai 2 autres livres à vous montrer. Les armées secrètes de l'OTAN. Là, c'est toutes les magouilles qu'ont faites les Américains, et les Anglais d'ailleurs au passage, hein, parce que c'est quand même des cousins, euh, sur la mise en place de systèmes de résistance. Enfin voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Allez voir, ça c'est la création de l'OTAN. Euh, et je rappelle que De Gaulle a quitté le commandement de l'OTAN. Hein. Alors, ça veut dire quoi quitter le commandement? Ça veut dire qu'on est toujours amis avec les Américains et qu'on est toujours aux normes de l'OTAN, mais on refuse d'être dirigé par des Américains. Mais s'il faut aider, on aidera suivant les circonstances. Et ensuite, le dernier livre, celui-là il est très intéressant, il est extrêmement complémentaire. C'est La guerre de l'énergie, très intéressant, de Fabien Bouclé, lui va nous parler ici, justement, ce qu'ont fait les Grunen, ce qu'a fait Soros pour détruire la souveraineté nucléaire française. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ces 3 livres sont vraiment euh, capitaux à lire. L'ami américain pour comprendre la guerre qui a eu et qui est toujours actuelle. Euh, les exemples de cette guerre, c'est les armées secrètes de l'OTAN. Et ensuite, pour terminer, la guerre énergétique dans laquelle nous sommes même toujours aujourd'hui avec l'Ukraine et avec la destruction de Nord Stream, bien évidemment. Nord Stream a été détruit par les Américains. Ah non, ah oui, c'est vrai, non, c'est quoi? C'est un pêcheur ukrainien, c'est ça? Un pêcheur de harengs dans la mer Baltique qui a par mégarde fait exploser le pipeline. Tout à fait. Alors bon, ça c'est vraiment 3 livres que je vous conseille à lire pour un peu plus, pour éclairer votre esprit, pour vous éveiller, hein. Devenez woke, hein, éveillez-vous. Voilà. Alors maintenant, pendant la guerre d'indépendance américaine, je vais refaire un petit point historique. Parce que les Américains ont la meilleure machine de propagande américaine. Juste une petite parenthèse, citez-moi un film de guerre dans lequel les Français sont gentils, ou sont les héros, sont les gentils, quoi. Il n'y en a pas. Cherchez, hein, vous verrez. Alors, je vais repartir de la guerre d'indépendance américaine, parce que la guerre d'indépendance américaine, la France a aidé les États-Unis et n'a jamais été remboursée, d'accord? Et c'est cette aide qui provoquera une crise économique majeure en France et qui aboutira à la Révolution française. Donc pendant la guerre d'indépendance américaine, la France a fourni une aide considérable aux insurgés américains, à notre ami américain, sur le plan militaire et financier. 12 000 soldats et une flotte de 32 navires de guerre sont allés combattre. 12 000 soldats, c'est énorme pour l'époque. 32 navires de guerre qui ont été envoyés pour soutenir les forces américaines. Cette aide a été cruciale pour plusieurs batailles décisives, notamment la bataille de Yorktown en 1781, où la flotte française a joué un rôle clé en bloquant les renforts anglais. Et c'est grâce aux Français que les Américains ont gagné leur guerre d'indépendance. Alors maintenant, on va parler argent, parce que ça a eu un coût, cette guerre. En termes financiers, cette aide a coûté environ 1,3 milliard de livres tournois à la France de l'époque. Alors, pour convertir cette somme aujourd'hui, on prend en compte l'inflation, les changements économiques, etc. Alors, c'est difficile de faire une estimation, mais on peut quand même dire que ça équivaudrait à plusieurs dizaines de milliards d'euros actuels.
plusieurs dizaines, donc peut-être même entre 50 et 100 000 milliards. C'est énorme, c'est énorme. Et ça a mis en faillite la France. Et c'est ce qui a globalement provoqué la révolution de 1789, où le peuple s'est révolté parce qu'il fallait bien qu'il survive. Il n'avait pas le choix. Et les Américains n'ont jamais remboursé quoi que ce soit de cette aide. Non, jamais. Et les Français ne sont pas restés. Les Français n'ont pas voulu contrôler l'Amérique après. Et vous savez ce qu'a fait tout de suite l'Amérique? Tout de suite après, les Américains se sont ralliés avec les Anglais. Ils ont fait des pactes commerciaux contre la France. Voilà comment on a été remerciés. Alors, voilà, donc je rappelle que ça a déclenché 1789. Ensuite, la deuxième propagande américaine, c'est que les Américains ont libéré la France en 45. Non, c'est totalement faux. Les Américains ont libéré ou soutenu l'Angleterre, ça c'est vrai, que les Français ont permis au préalable, les forces militaires françaises ont permis, grâce à leur sacrifice aux Anglais, d'évacuer Dunkerque. Et Dunkerque, le film, c'est aussi un film faux, c'est de la propagande, ça s'est pas passé comme ça. Allez voir, j'ai une vidéo sur le sujet, mais même les Allemands ont reconnu le sacrifice français à cette époque. Alors, les Américains ne nous ont pas libérés. Non, non, les Américains ont débarqué en Normandie, ça c'est vrai. Ils ont au passage bombardé Caen, enfin les Anglais plutôt d'ailleurs. Ils ont détruit 3-4 villes au passage françaises, hein, pour le style quoi. Hein. Et ensuite ils ont créé l'AMGOT. Alors l'AMGOT, c'est Allied Military Government of Occupied Territories, territoires occupés. D'accord? AMGOT, c'est des territoires occupés. Donc les Américains ont occupé des territoires. Quand nous, les Français, sommes allés libérer les Anglais, les Américains, un petit lapsus, qui sont des Anglais d'ailleurs, contre les Anglais, on n'a pas occupé l'Amérique. On a libéré, on a aidé, et on a perdu beaucoup d'argent. Donc les Américains avaient un plan d'occupation de la France, enfin de tous les autres pays d'ailleurs, et ensuite l'objectif principal des Français, ce n'était pas de libérer la France tout de suite. Là, je vous montre l'argent que les Américains avaient planifié pour la France. Ils avaient créé des billets de banque parce qu'ils allaient occuper la France, et comme tout territoire occupé, ils allaient faire gérer l'administration, gérer l'argent, et voilà les billets qu'on aurait eu si De Gaulle n'était pas là. Mais De Gaulle n'a pas accepté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'AMGOT avait pour mission de rétablir l'ordre, ok, merci, de fournir une aide humanitaire, de superviser les transactions vers les gouvernements, les civils, gérer l'argent en gros. Et en France, les Américains, pourquoi ils ne voulaient pas libérer la France, hormis les côtes pour évacuer les dernières divisions Panzer, SS, etc., et pas se prendre des missiles sur la tête, c'est qu'en fait, en France, ils avaient un gouvernement allié avec Pétain. Et je rappelle que Pétain, donc le Biden de l'époque, hein, un petit peu sénile, un peu vieux, enfin un peu n'importe quoi, hein, vous voyez Biden, c'était Pétain à l'époque, eh bien, il était en relation avec les Américains, il n'y avait pas de problème. Et les Américains allaient garder le gouvernement de Vichy, ils allaient changer 2-3 trucs, bon voilà, peut-être mettre une ou deux collabos en prison, mais bon voilà, ils se seraient très bien arrangés. Mais hélas, il y avait pour eux De Gaulle. Alors, le général De Gaulle s'est fermement opposé à l'AMGOT, c'est-à-dire à notre colonisation. Il voyait cette administration militaire alliée comme une atteinte à la souveraineté française, bah oui, merci, et une tentative de maintenir la France sous contrôle étranger à la libération. De Gaulle a insisté pour que la France soit administrée par des Français, avec de l'argent français, et a travaillé activement pour établir l'autorité des gouvernements français. En fait, avec la résistance, ils ont mis des députés partout, des sénateurs, enfin voilà, ils ont refait un maillage politique en France, et ça a bloqué les Américains. Hein, et puis ils ont mis Pétain en tôle au passage. Bon, alors cette opposition a conduit à des tensions entre les Américains et De Gaulle. Les Américains ne pouvaient pas saquer De Gaulle. Mais même Churchill. Churchill, c'est un gros enfoiré aussi. Hein. Churchill, c'est lui qui a fait bombarder Dretz, hein, au napalm, hein, qui a fondu la ville alors que la guerre était finie, par pure vengeance. Voilà. Alors, De Gaulle intervient, les Américains voulaient mettre Giraud, le général Giraud, avec Pétain, hein, comme une alternative à Charles de Gaulle. Vous voyez, tout a été planifié jusqu'au billet de banque, et les Américains n'avaient pas planifié de libérer la France, pas du tout. Bon, finalement, De Gaulle arrive à s'imposer. Alors,
avec un double jeu de Churchill, parce que Churchill, il en voulait aussi après avec les Américains. Bon, la politique, c'est toujours compliqué, hein, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Toujours est-il que qui a libéré la France, hormis le débarquement, dans lequel peu de Français ont été conviés, juste les commandos de marine, parce qu'ils étaient sous commandement anglais, hein, faut pas l'oublier. Alors, Philippe Leclerc, de son vrai nom, Jacques-Philippe de Hautecloque, a rejoint les Forces françaises libres avec De Gaulle, et ensuite, il a amené la deuxième division blindée, donc la fameuse deuxième DB, qui a été pas pendant le débarquement, mais elle a débarqué un petit peu après en Normandie également. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait avec la deuxième DB? Il a foncé sur Paris. Mais les Américains ne voulaient pas, c'était pas prévu. Juste Patton a le laissé faire, parce que Patton, c'était quelqu'un quand même de bien. Et donc, Philippe Leclerc libère Paris. Et en même temps, du sud de la France, Jean Delattre de Tassigny, avec l'armée B qui débarque en Provence en 44, en août 44, et avec l'opération Dragon, lui, il remonte le long du couloir rhodonien et va jusqu'à Strasbourg et ensuite en Allemagne. Lui aussi il libère la France. C'est pas les Américains qui ont libéré la France. Alors ces deux généraux, ils ont été essentiels pour ça, d'accord? Et c'est comme ça que De Gaulle a pu reprendre le contrôle de la France. Je rappelle que les billets étaient prêts, je rappelle que Pétain était là, je rappelle que Giraud était là. Tous ces pantins auraient servi l'ami américain et auraient mis en place les armées secrètes, etc. de l'OTAN, auraient donné enfin, auraient laissé la France devenir une colonie. Comme l'Allemagne est un peu devenue, hein, les Américains ont quand même castré les Allemands. Hein. Voilà, bon, on en reparlera un petit peu après. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on souvent on vous dit ah mais les Américains, ils ont aidé la France, aidé l'Allemagne, toute l'Europe avec le plan Marshall. Sans le plan Marshall, on n'allait pas s'en sortir, etc., etc. Alors effectivement, le plan Marshall, ça a été des aides et des prêts que la France a remboursés. Je rappelle que quand nous on est allé aux États-Unis aider à la guerre d'indépendance, on n'a pas fait de prêts. On n'a rien été remboursé. On n'est pas resté sur place, on n'a pas voulu coloniser l'Amérique, on n'a pas dit tiens, donne-moi ci et ça en échange. Non, le plan Marshall, c'était une colonisation financière. Donc les Américains, d'abord, ils se sont quand même fait rembourser en partie, et ensuite, l'argent qu'ils ont donné, ça a été pour contrôler, et notamment en Allemagne. En Allemagne, les Américains ont lourdement investi dans les machines-outils, toutes ces usines, enfin ce qu'a fait l'industrie allemande actuelle, mais c'était sous un contrôle militaire. Les Américains avaient des bases en Allemagne, et en ont toujours aujourd'hui. Il y en a eu au début en France, mais après De Gaulle les a chassés. Donc la France a été l'un des principaux bénéficiaires du plan Marshall, avec l'Allemagne, c'est tout à fait exact, recevant une aide non négligeable, mais une partie de cette aide a été remboursée parce que c'était des prêts. Donc voilà un autre mythe encore, si vous voulez, de cela. Alors maintenant, après ce petit point historique, on va parler un petit peu de philosophie. Alors, l'Europe, comment l'Europe a été créée? C'est très simple, je ne parle pas de l'Union européenne, hein. Parfois je vais dire Europe, mais je parle de l'Union européenne, bien évidemment. Alors à la fin de la guerre, plan Marshall, colonisation de l'Europe un petit peu par les Américains, la France, elle, arrive à reprendre la main chez elle, grâce à De Gaulle, et là, on commence, les Américains, les Anglais commencent à réfléchir, le Français aussi avec De Gaulle, parce que De Gaulle, du coup, a quand même été mis dans le camp des libérateurs, euh, grâce à sa ténacité, hein, et grâce à la deuxième DB et à l'armée B de Delattre de Tassigny, et qui ont foncé en Allemagne. Hein, et en Italie, les Français ont joué un rôle, et à Monte Cassini, les Français ont joué un rôle clé, et aussi, les Américains étaient embourbés. Sans l'aide française, la guerre aurait peut-être pris 1 mois de plus, 2 mois de plus. Bon, je ferme la parenthèse. Vous avez une vidéo sur tout ça où je traite ce sujet en détail. Alors, l'administration américaine met en place en Europe, très rapidement, prend, comme ils auraient fait avec Pétain, c'est-à-dire qu'ils auraient utilisé l'administration pétainiste, bah, en Allemagne, ils ont utilisé l'administration nazie. Ils n'ont pas chassé tous les nazis. Bon, là, ils en ont pendu 2, 3, 4 pour l'exemple, mais la plupart sont restés et ont collaboré avec eux, ont travaillé avec eux, notamment contre le communisme. Et ils ont gardé la Wehrmacht, la police, etc., etc. Et donc, ils se sont appuyés là-dessus pour créer l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, ça a été une idée américaine à la base, qui ont repris l'idée de Hitler. Hein. L'idée d'Hitler, c'était de faire une Europe
anglo-saxonne, WASP, si vous préférez. Hitler n'était pas nationaliste, et encore moins socialiste. Hitler, c'était juste un profiteur de guerre. Il avait une obsession, c'était les Juifs. Il était complètement persuadé que les Juifs dominaient le monde. Et ensuite, il avait une deuxième obsession qui était les WASP, hein, les blancs anglo-saxons, voilà, qui devaient contrôler le monde. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Le plan de Hitler est toujours d'actualité. Von der Leyen, c'est une WASP, hein, c'est une blanche anglo-saxonne qui travaille main dans la main avec les blancs anglo-saxons américains. Les Anglais, on n'en parle plus trop parce que maintenant c'est un peu la déchéance, mais c'est une colonie américaine, les Anglais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a pris des éléments de cette Europe que Hitler avait un petit peu conceptualisé, c'est-à-dire une Europe de dictature, et elle s'est plus ou moins créée. Tant qu'il y avait eu De Gaulle et quelques présidents allemands à peu près cohérents, ça s'est un peu tassé, c'était compliqué, etc., etc. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2024, avec le paillasson et la fureur Gertrude, on est en plein dedans. Vous aurez de moins en moins de liberté. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Alors oui, ok, le Royaume-Uni n'est pas stricto sensu dans l'Union européenne, mais bon, c'est à peu près pareil. Il est sous l'égide américaine. C'est-à-dire que toute cette déconstruction, cette perte de souveraineté, alors, pour faire une petite parenthèse, les Anglais sortent de l'Europe, mais ils continuent la même politique. Rien n'a changé. Donc, en fait, ça sert strictement à rien. Donc, et en France, les gilets jaunes. Regardez la répression des gilets jaunes. C'est juste incroyable. Dès que les peuples autochtones, dès que les Européens de souche, les indigènes, se révoltent, ils sont réprimés, mais d'une manière extrêmement violente. Donc ça, c'est quand même un signe de dictature, de tyrannie. Euh, le Führer, le 4e Reich, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Alors, demain, bientôt, tous pucés. Je dis ça pourquoi? Parce que, bon, vous avez pas de beeper? Tout va bien? Pas de talkie-walkie, de choses comme ça? Faites attention. Alors, vous savez que les Israéliens sont dans une guerre à la vie, à la mort, une guerre clanique contre eux, c'est pas leurs amis musulmans, hein, c'est leurs ennemis, ça, c'est pas compliqué. Israël, c'est une colonie faite par des blancs de confession juive, qui se sont installés en Israël et qui ont maté les Arabes. Voilà, depuis le début, c'est la même histoire. C'est une colonie de blancs en Afrique. Il y a eu d'autres exemples, hein, mais voilà. Donc là, c'est à la vie et à la mort pour eux, parce que si jamais ils ne résistent pas, ils vont se faire massacrer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis là, ils vont pas partir. Bon, toujours est-il que les services secrets israéliens, avec l'aide de Taïwan, et c'est là où le Hezbollah est un peu con, c'est-à-dire en fait les Taïwanais, mais c'est 100% américain, acheté en Chine. Je sais pas moi, soyez un peu moins débiles. Taïwan sont aux ordres des Américains, donc aux ordres des Israéliens. Et les beepers, les fameux pagers qui ont explosé, ils ont été trafiqués à Taïwan, pas dans l'avion, hein, ok. Toujours est-il que c'est sur le plan stratégique et militaire, enfin de guerre terroriste, hein, parce que c'est ça, mais la guerre, le terrorisme fait partie de la guerre. Nous, quand on était résistants avec De Gaulle en France, la résistance française était des terroristes, hein, c'était assassinat, bombes, etc., quoi, voilà. Donc ça fait partie de la guerre. Le terrorisme est une arme de guerre comme une autre. La guerre en dentelle, monsieur les Anglais tiraient, ça n'a jamais existé. Ou alors ça existait à une époque où les fusils étaient tellement mauvais qu'on tirait, personne mourait. En fait, on pouvait se tirer toute une journée dessus. Ah, de temps en temps, il y en a un qui se prenait une balle. Aïe, ouch, aïe, oui. Voilà. Et puis après, on buvait le thé, et puis voilà. C'était pas une guerre, c'était de l'opéra, de l'opérette. Voilà. La véritable guerre, elle tue et il n'y a pas de dentelle. Alors, tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, mais ça, c'est génial. Notre Führer Gertrude, elle va demander à ce que chaque citoyen européen porte un bracelet explosif. Et puis, dès que vous faites une vidéo un peu mauvaise, vous ouvrez votre bouche, ou vous devenez fou, etc., hop, on appuie sur un petit bouton, puis votre tête explose. Et ça, je rappelle que ça a existé. Il y a eu une affaire aux États-Unis, il y a quelque temps, où on appelle ça la pizza bombing ou un truc comme ça. Vous voyez, le monsieur, bon, on voit pas très bien là, mais là, lui, là, il a un collier explosif autour du cou. Alors, c'est un livreur de pizza qui a dû aller braquer une banque. Hein, il s'est fait attraper, j'ai plus les détails en tête, mais enfin, on lui a mis un collier explosif
autour du cou, et on l'a obligé à aller braquer une banque. Il a braqué 8 000 $, et puis après, la police est arrivée, etc. Et bah, la bombe s'est enclenchée et il est mort. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que bah, Gertrude, bah, elle va jusqu'au bout. Donne un collier explosif, GPS, tracker de santé. Ah oui, alors, on va dire que c'est un collier de santé. Voilà, un petit collier de santé qu'on doit tous se mettre, je sais pas moi, autour du cou, pour avoir notre santé, toutes les maladies, les pathogènes, etc. C'est pour notre bien-être. Bon, en même temps, quelque part, on l'a déjà, hein, sous forme. Moi, mon iPhone, c'est une arme, hein, en même temps. Je l'utilise pour frapper les gens. Euh, on est déjà traqué, etc. Mais bon, un iPhone, de le faire exploser à distance, quand même, c'est un peu compliqué. Mais si on avait un petit dispositif, là, comme le pauvre type avec son collier explosif, la Gertrude, c'est génial, c'est le contrôle absolu. Et le pire, c'est qu'on va peut-être l'accepter. On va peut-être accepter sous idée de bien-être, de santé. On va peut-être se laisser, entre guillemets, pucer. Alors pas la puce d'Elon Musk, la puce d'Elon Musk. Elon Musk, il sait pas ce qu'il veut, lui. Lui, il veut aller sur Mars. Lui, il veut partir de la Terre et faire une nouvelle colonie sur Mars. D'ailleurs, j'ai vu que Trump voulait aussi aller sur Mars. Bon, pourquoi pas, hein. Si on fait une société plus ouverte et mieux sur Mars, bah pourquoi pas. Bon, pourquoi pas y aller, franchement. Bon, voilà, donc bonne idée. Les Israéliens nous ont donné une bonne idée à Ursula, qui va peut-être nous demander d'avoir, je sais pas, un beeper taïwanais ou un collier de santé taïwanais. Voilà, bon, je ferme cette petite parenthèse. Bien évidemment, politiquement, d'un point de vue politique, comment résister au Quatrième Reich? Si De Gaulle était là, je pense qu'il serait devenu résistant. Il aurait peut-être été sur Mars pour faire un nouveau gouvernement français de résistance avec Elon Musk, en attendant de reprendre le contrôle en France et en Europe, d'un point de vue plus large. Nous sommes dans un Quatrième Reich qui ne dit pas son nom, une tyrannie plus qu'une dictature, parce qu'on nous fait croire qu'on a des libertés, mais c'est toujours pareil. Dans la conclusion, je vous donnerai mon point de vue. Alors maintenant, politiquement, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bon, bah, déjà, vous pouvez lire le livre qu'on va rééditer, Hitler et moi. Donc Otto Strasser a été un résistant en 1940, enfin même à partir des années 30, de 30 à 40, il a été résistant frontalement contre Hitler. En 40, il a écrit ce livre qu'on va rééditer en augmenté. On va l'augmenter avec des notes historiques, des notes, des photos, des cartes, etc. Il a voulu expliquer au monde que ce qu'allait faire Hitler. Bon, bah ça, bien sûr, bah c'est ce que je fais un peu ici, c'est ce que on fait beaucoup, mais ça c'est que des paroles, d'accord? Bon, c'est déjà ça, ça permet de devenir woke, de vous éveiller face à la déconstruction et la tyrannie européenne et au Führer von der Leyen. Mais au-delà de ça, bah, il faut créer, je pense, des espaces de paix. Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est-à-dire de mettre en place, par exemple, de décider, tiens, comme ce qu'ont fait les Afrikaners dans la ville d'Oriana, tiens, on décide de tous aller vivre, on est une communauté, vous avez créé un espace de paix avec vos copains, vos amis, votre famille, vos camarades, eh bien, au lieu d'être tous dispersés, eh bien, visez une ville en France un peu désertique, désertée, enfin pas une ville, un village un peu déserté, un peu au fin fond de nulle part où personne ne veut aller, où il n'y a pas de chance pour la France ou choses comme ça. Et vous commencez à acheter une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, vous commencez à vivre là, vous faites venir de l'internet, vous vous fédérez, vous mettez des moyens, ensemble, exactement ce qu'a fait la ville d'Oriana, et puis vous devenez maire. Vous venez maire de la ville et petit à petit vous prenez des échelons. Voilà, ça c'est une piste. Une piste que j'ai développée dans Espace Épais, et qui peut fonctionner de manière totalement légale. Après, une autre piste, ça serait de monter un peu des clubs un peu partout, mais pas des clubs que de salons, des clubs physiques, c'est-à-dire des endroits où les gens peuvent venir, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'a voulu faire un peu le capitaine Juvin, d'une certaine manière. Et puis là, on fédère des gens, etc., etc. Mais c'est aussi des espaces de paix quelque part. Bon, en tout cas, il y a des possibilités, des choses à faire. Et on peut prendre exemple sur, par exemple, je le redis, la ville d'Oriana, mais d'autres choses sont possibles et imaginables. En tout cas, il faut résister face à cette tyrannie, ce quatrième Reich avec notre Führer Gertrude, parce que sinon, on va nous mettre un collier explosif. Ça va arriver.
Ce n'est qu'une question de temps. On va l'accepter. Alors ça, c'est l'éveil intellectuel, mais pour pouvoir vivre, il faut les 3 E que j'ai définis dans l'espace épais, c'est-à-dire il faut de l'énergie, donc ça, il faut qu'on redevienne indépendant le plus vite possible énergétiquement. Il faut un espace où vivre, d'accord? Et ensuite, il faut de l'éducation, c'est-à-dire en fait des normes communes pour lesquelles on peut vivre ensemble. Alors là, je ne parle pas de race, c'est pas, moi je suis pas comment ça s'appelle? Un racialiste, un identitaire racial. Non, heu, et non plus religieux. Je suis pas Zemmour, je suis pas, obsédé, j'ai rien contre les musulmans. Les musulmans peuvent tout à fait rejoindre ce combat si c'est entre guillemets, «la France avant tout». Si c'est la France avant tout, heu, choisissez votre religion, juif, musulman, bouddhiste, hindouiste, shintoïste, protestant, catholique, bon, OK, la France est plutôt normalement catholique, mais bon, voilà, les choses évoluent, hein, c'est comme ça. Non, ce qu'il faut, c'est nous réunir dans avec un objectif commun. Et dans la conclusion, ce que je dis toujours dans la plupart de mes conclusions, c'est qu'en fait, il faut faire un front commun. Il faut faire un front commun de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il faut mettre fin aux partis politiques, sinon on ne va pas avancer. Tous ceux qui sont patriotes, souverainistes, qui veulent redonner à la France, enfin refaire de la France de ce qu'elle devrait toujours être, c'est-à-dire une troisième voie, celle qu'a fait De Gaulle, une troisième voie ni américain ni russe. Les Chinois, je vais vous faire une petite conclusion après. Ni américain ni russe, parce que c'est les deux empires impériaux du moment. La France se doit d'être au milieu. Et une solution, la troisième voie, c'est une solution pour tous les autres pays. La France fait du nucléaire, fait de l'armement, des avions de chasse, des fusées, on fait tout en France. On a des technologies, on a tout, l'intelligence artificielle, l'informatique, on sait tout faire en France. On sait faire des puces, on sait à peu près tout faire. Et donc des pays, par exemple là où je vis, le royaume du Cambodge, auraient plutôt intérêt à acheter de l'armement français que de l'armement russe ou de l'armement américain. L'armement français ou le nucléaire français ou la technologie française, elle se doit d'être, enfin elle l'est plus aujourd'hui parce qu'on est sous le quatrième Reich du Führer Gertrude, mais si on reprend une indépendance, avec la création d'un front, un vrai front populaire, euh, social, parce que la France est sociale, De Gaulle était social, De Gaulle, il était pour la participation, De Gaulle, c'est lui qui a créé la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui, c'est lui qui a permis aux femmes de voter, c'est lui qui a permis aux femmes d'avoir un compte bancaire, donc la France est sociale, on a fait la révolution. Il ne faut pas rejeter tout ça. Et pour les royalistes, mais même à l'époque, aux époques féodales, il y avait du social. Il y avait du social, il y avait des hôpitaux, il y avait des universités durant le Moyen-Âge. Ça, c'est ce qu'a fait le Moyen-Âge. Mais bon, comme il y a des cycles dans chaque période, on est tombé à la fin d'un cycle, on était ruiné, etc. Il y a eu une révolution. La Révolution française, elle n'est pas mauvaise en soi. Il y a toujours des conséquences à une révolution. En tout cas, aujourd'hui, il faut sortir de ce quatrième Reich, de cette tyrannie, de ce capitalisme de surveillance, dans lequel on va bientôt nous mettre un colis explosif ou des beepers à voiture, en voilà, et puis dès que ça déconne, hop, on appuie sur un petit bouton et on explose. Au sens figuré ou réel du terme, hein, voilà. Donc, il faut mettre fin à ces partis politiques qui ne servent plus à rien, de Le Pen à Mélenchon. En fait, ils ne travaillent pas ensemble, donc ils sont divisés pour régner. Donc il faut évacuer les partis politiques et faire un front populaire de l'extrême gauche à l'extrême droite, un front populaire souverainiste, nationaliste et social. Et sortir de cette tyrannie de l'Union européenne, sortir de l'OTAN qui est aussi cette tyrannie. En fait, en gros, vous voyez, il faut sortir de notre ami américain, il faut lui dire on reste copains, on a beaucoup d'histoires ensemble, comme avec les Russes. On est copains, on redevient copains avec les Russes, on reste copains avec les Américains, mais on sort de l'OTAN, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro, on sort de l'OTAN, et on redevient de cette guerre de l'énergie que vous voyez là, on redevient souverain énergétiquement, et on met le paquet sur le nucléaire, et notamment sur la fission nucléaire, où les Chinois ont pris beaucoup d'avance, même les Anglais d'ailleurs. Donc voilà, et ça c'est la seule solution pour que la France redevienne ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle devrait toujours être, c'est-à-dire là, une troisième voie que le monde attend, que l'Afrique attend, que l'Asie du Sud attend. Et pour ça, bah, il faut mettre en place un système politique hors partisan, hors parti politique, pardon, et un front commun. Et avec ça, on peut s'en sortir.
Et si ça ne marche pas, eh ben, il y a peut-être d'autres moyens, je vous dis, créer des entités, des espaces de paix, etc., etc. Donc voilà un petit peu la conclusion pour ici. Et là, je vais vous faire, dans la conclusion, une petite conclusion sur le Parti communiste chinois. Moi qui vis en Asie, je regarde la télévision chinoise, mais en anglais. D'ailleurs, vous pouvez la regarder de France, hein, celle-là, elle n'est pas censurée pour l'instant. Mais bon, bien sûr, c'est une chaîne de propagande, bien évidemment. Mais ça permet d'étudier la propagande chinoise, parce qu'on ne la connaît pas, on ne sait pas trop, surtout en Europe, vous savez pas trop ce que veulent les Chinois. Est-ce qu'ils veulent envahir Taïwan? Est-ce qu'ils veulent envahir le monde? Non, les Chinois ne fonctionnent pas sous cet angle. Ils fonctionnent plus sous un angle commercial. Et en réalité, le système communiste chinois est un système démocratique, dans le sens réel du terme, et certainement plus démocratique que notre Europe tyrannique avec notre Führer qui est à la tête du Quatrième Reich. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est une démocratie qui va du bas vers le haut, en cascade, si vous voulez. Et en fait, il y a beaucoup plus d'élections locales, hein, bien sûr, dans le parti communiste, il n'y a qu'un seul parti en Chine, hein, bien évidemment. Mais c'est assez démocratique et ça remonte vers le haut. Les besoins du bas, du peuple, remontent vers le haut et qui prennent en compte ces besoins. Je le redis, quand les Chinois en ont eu marre des astreintes liées au dernier virus, ils ont commencé à gueuler et le gouvernement a fait volte-face, un 360 degrés, ils ont tout arrêté. Tout arrêté. Du jour au lendemain. Hein. Du jour au lendemain. Le parti a dit c'est fini, c'est fini. Vous voyez, il y a plus de démocratie dans ce type d'organisation, parfois, que plutôt de se dire démocratique, comme on va regarder les élections américaines, où on a encore essayé de tuer un ancien président. Moi, en Chine, j'ai jamais vu d'attentat contre un président. Et en Chine, on met les milliardaires en tôle. Hein, quand les milliardaires déconnent, on les met en prison. Hein, voilà. Alors, remarquez, en France aussi, mais pas tout à fait sur le même aspect. Hein, voilà. Donc, prenons exemple sur la Chine, c'est très intéressant. On va voir les élections américaines, mais hélas, dans nos sociétés occidentales, c'est l'argent qui fait gagner un président. Ça, c'est un problème assez grave, parce que c'est Macron, c'est l'argent qui l'a mis au pouvoir. Donc, est-ce que l'argent, c'est de la démocratie? Non, pas vraiment. L'argent, c'est une arme comme une autre, une arme de guerre, de destruction massive. Donc voilà, c'est des véritables questions qu'il faut se poser. En tout cas, pour nous, en France, aujourd'hui, il faut mettre fin aux partis politiques, il faut mettre fin à ces idées partisanes, à ces querelles fraticides de partis politiques. Il faut faire un véritable front populaire, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec des souverainistes, des nationalistes, et garder cet esprit social que De Gaulle avait en lui. Faire une sixième république, pourquoi pas, on peut en discuter. Mais voilà, mais d'abord, il faut sortir dans l'ordre, il faut dire à notre ami américain, écoutez, merci pour tout, mais voilà, on reste amis, mais voilà, on prend un peu de distance, un peu de recul, redevenir amis avec les Russes, parce qu'en réalité, ils nous ont rien fait, les Russes, sortir de l'OTAN, de l'euro, de l'Union européenne, etc., et reprendre une souveraineté énergétique avec un parc nucléaire travaillé récent et foncer vers la fission nucléaire, qui est sans doute l'avenir pour la France. Et à ce moment-là, la France redeviendra cette troisième voie qu'elle a toujours été et qu'elle doit rester. Et je pense que une grande partie du monde attend la France et attend cette nouvelle troisième voie. Voilà mes amis, à bon entendeur, salut, à très bientôt.